Héros de la Ummah, Ousmane Dan Fodio, le Moudjahid africain. Bismillahirrahmanirrahim. Son nom est malheureusement trop peu connu des musulmans contemporains. Et quelle injustice! Imam, enseignant, Moudjahid, écrivain, da'i, penseur politique, administrateur, le cheikh Ousmane Dan Fodio est surtout resté dans l'histoire comme le fondateur du sultanat califat de Sokoto. Révolté contre les injustices et le paganisme de son époque, modèle du chef musulman engagé dans tous les aspects de la religion d'Allah, il a su allier subtilement appel au tawhid, asabiyya de l'ethnie Peul et djihad pour établir un État islamique puissant, juste et respecté, et propager l'islam authentique au cœur de l'Afrique à l'aube du XIXe siècle, au point qu'il fut parfois appelé le Mujaddid, revivificateur de son siècle. Ousmane Dan Fodio, né en 1754 à Gobir, dans le nord du Nigeria. La région est alors en plein chaos. Après le déclin de l'empire de Bornou qui dominait la région, une dizaine de royaumes indépendants, dirigés par l'ethnie Haoussa, ont émergé. Ils se font la guerre en permanence, à coups de razzia et de contre-raids, réduisant en esclavage leurs voisins, pratiquant une conscription forcée des plus rudes, écrasant le peuple de taxes excessives. La plupart de la population est convertie à l'islam, mais seulement de façon superficielle. Les croyances païennes locales restent très fortes. Les Haoussa, l'ethnie majoritaire de la région, sont surtout établis dans les villes, tandis que les Peuls, minoritaires et souvent victimes de discrimination, sont traditionnellement nomades et éleveurs. Une petite partie d'entre eux, néanmoins, va s'établir en ville, où ils forment une classe distincte de commerçants et de savants, plus influencés par la culture arabo-islamique. C'est précisément dans ce groupe socio-ethnique que va grandir Ousmane Dan Fodio. Grand, svelte, charismatique, il laisse une forte impression sur tous ceux qui le rencontrent. Après avoir reçu une formation classique en sciences islamiques dans la grande cité saharienne d'Agadez, il devient un cheikh respecté, enseignant le fiqh malikite, intensifiant la da'wa dans la région, appelant inlassablement les gens au tawhid, l'unicité d'Allah, et au délaissement du syncrétisme religieux, et développant ses idées réformatrices. L'un de ses professeurs touareg, Djibril ibn Omar, l'avait en effet convaincu qu'il était du devoir des musulmans éclairés d'établir une société idéale, libérée de l'oppression, des injustices, du vice et du polythéisme. Ainsi, à Degel, dans la banlieue de Gobir, Ousmane Dan Fodio fonde une communauté religieuse qu'il conçoit comme une ville modèle. C'est là qu'il va écrire, enseigner et prêcher pendant 20 ans, devenant très populaire dans les années 1790. Il est soutenu dans un premier temps par l'émir de Gobir qui voit d'un bon œil cette œuvre de revivification religieuse et lui accorde une certaine autonomie. Mais son successeur, Yunfa, craignant ce cheikh aimé du peuple à l'influence grandissante et aux idées révolutionnaires, se retourne contre lui en 1802 et multiplie restrictions et vexations à son encontre. Il va jusqu'à mener un raid surprise contre la communauté d'Ousmane et capturer un grand nombre de ses partisans avant de les humilier en les faisant parader dans le village de Degel. Décidant de passer à l'action à la tête du reste de ses hommes, Dan Fodio attaque alors l'armée et libère les prisonniers. Désormais recherché par l'émir Yunfa qui cherche à l'assassiner, Ousmane décide de partir en exil avec ses partisans plus à l'ouest, pour chercher refuge chez les Peuls nomades de Goudou. Cette hijra marque le point de départ d'une révolution religieuse, politique et sociale qui va secouer toute l'Afrique de l'Ouest. Car en exil à Goudou, Ousmane Dan Fodio est proclamé Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants par ses hommes. Fort de cette nouvelle légitimité, il déclare le djihad contre les émirs Haoussa, qu'il déclare mécréants en raison de leur pratique de rituels polythéistes, de leur syncrétisme entre islam et paganisme, de leur violation répétée de la charia, critiquant également leur prédation économique et leurs injustices fiscales, leur corruption dans l'administration, leur négligence des droits élémentaires du peuple ou encore les barrières qu'ils élèvent contre le commerce et les affaires. Ils détournent les gens du chemin d'Allah et élèvent le drapeau de leur royaume mondain au-dessus de la bannière de l'islam, disait-il. Cette proclamation trouve écho non seulement chez les populations de l'ethnie Peul, qui s'enflamment dès 1804, mais également chez la masse de la paysannerie Haoussa, surtaxée et opprimée par ses élites apostates, qui prend massivement le parti d'Ousmane Dan Fodio. Le peuple n'attend qu'un signe pour se soulever contre ces tyrans. Jouant habilement de la conscience ethnique Peul, sans toutefois sombrer dans le tribalisme, son appel touche toutes les villes du nord du Nigeria et du Cameroun via la classe de commerçants et de savants de cette ethnie qui s'est disséminée dans la région. Conscient du danger, l'émir Yunfa se tourne vers les autres rois Haoussa, et ils unissent leur armée avec l'objectif d'écraser dans l'œuf ce djihad qui menace d'emporter leur trône. C'est le début de la guerre Peul qui va durer 4 ans.
En décembre 1804, la coalition mécréante parvient à vaincre les Moudjahidines de Danfodio à la bataille de Tsuntua. Plus de 2000 martyrs tombent ce jour-là, dont 200 Hafid al-Qur'an parmi eux. Mais leur succès est de courte durée. À la bataille de Tafkin Kwatoa, bien que largement en sous-effectif, la victoire change de camp et les archers peuls, particulièrement habiles, parviennent à repousser la cavalerie lourde Aoussa, sécurisant ainsi leur bastion de Gounou. L'insurrection islamique prend alors une nouvelle ampleur et enflamme tout le pays Aoussa, attirant chaque jour de nouveaux soutiens. Grâce à la cavalerie légère Peul, Ousmane Danfodio prend l'avantage militairement et progresse, abattant émirat après émirat. En 1805, il prend le royaume de Kébi, puis ceux de Katrina, Daura et Kano en 1807. Finalement, en 1808, il vainc les forces de l'émirat de Gobir à l'épique bataille d'Al-Kalawa, revient triomphalement dans la ville dont il avait été chassé 4 ans plus tôt et exécute l'ennemi d'Allah, Yunfa. Les derniers royaumes Aoussa survivants seront éliminés durant les 2 années suivantes. Ainsi, en seulement quelques années, Ousmane Danfodio a fondé l'État le plus grand et le plus puissant d'Afrique subsaharienne, l'Empire Peul ou le Califat de Sokoto. Il va désormais se concentrer à établir un gouvernement efficace et juste, basé sur la loi d'Allah. Il unit toute la région en un seul et unique système politico-religieux élaboré, mettant en place un État fédéral avec une large autonomie pour les émirats locaux, à la tête desquels il nomme des vétérans des guerres Peul, qui reconnaissent l'autorité spirituelle et politique suprême du sultan. Inspiré du système prophétique et des théories d'Al-Mawardi, le système administratif qu'il conçoit abolit la succession héréditaire. Les émirs locaux sont nommés en fonction de leur vertu morale et de leur niveau de science islamique. Chaque année, ils viennent à la capitale de l'empire, Sokoto, renouveler leur bay'a, l'acte d'allégeance, et déposer l'excédent annuel des impôts islamiques. À la mort du sultan, une shura, conseil, composé des émirs régionaux, doit sélectionner son successeur. Partout, le commerce prospère grâce à cette administration efficace et juste, et le sultanat va connaître des décennies de croissance économique. À la fin de la guerre Peul, toutes les terres de l'empire sont déclarées waqf, possession communautaire, et allouées à des familles qui peuvent en hériter mais non les vendre, et l'esclavage est aboli pour les musulmans. Ainsi, les plantations connaissent une large expansion, soutenue par l'établissement d'un réseau étendu de ribat, des forteresses défensives comprenant écoles et marchés, dans lesquelles s'installent les nomades Peul. Partout dans la région, la da'wa, désormais facilitée, est notamment portée par la tariqa Kadiriya, qui participe également à l'administration du pays, en liant les divers émirats, revivifie la pratique islamique. La vie intellectuelle du sultanat est également florissante, portée par Ousmane Danfodio, qui encourage l'éducation et l'alphabétisation des hommes comme des femmes. En effet, plusieurs de ses filles deviendront des grandes savantes. Émirs comme sultans composent des vers de poésie, écrivent des chroniques historiques, dissertent sur les sciences islamiques. En 1815, Ousmane Danfodio se retire complètement des affaires politiques pour se consacrer entièrement à l'écriture. Ayant toujours refusé le luxe et l'apparat, il aura écrit pendant sa vie plus d'une centaine d'ouvrages sur l'islam, le gouvernement, la culture ou les questions de société. Il meurt en 1817, laissant à son fils Mohammed et à son frère Abdallah un État fédérant une trentaine d'émirats et régissant la vie de plus de 10 millions d'âmes au cœur de l'Afrique. Ses successeurs l'étendront encore jusqu'aux années 1830, annexant des terres allant du Burkina Faso au Cameroun, en passant par la plupart du Niger et du nord du Nigeria. Surtout, les contacts qu'il a développés à travers le continent africain avec d'autres réformateurs et partisans du djihad contre les tyrans polythéistes de la région vont arriver à maturation au cours du XIXe siècle. Il sera la source d'inspiration principale des fondateurs de l'empire du Massina, Sékou Amadou, dans l'empire tout couleur, El Hadj Omar Tal, et de l'émirat d'Adamawa, Modibo Adama. 3 souverains moudjahidines qui parachèveront l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, portés par les nobles guerriers et prêcheurs Peul. Ainsi, des décennies après sa mort, son œuvre et son appel infatigable pour l'islam continuaient à porter leurs fruits. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre, et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Surat al-Fussilat, verset 33.